Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville et chers panafricains également, je vous salue. Je suis Georges Goma, membre du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo-Brazzaville, sous la direction du colonel Simon-Pierre Moussunda. Je fais cette intervention pour le compte de Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance, sur les antennes de Télér TV. Aujourd'hui, Renaissance 7 jours sur 7, R7. Cela a fait un petit moment que nous n'avons pas échangé, que nous n'avons pas parlé du Congo-Brazzaville. Tout simplement parce que je suis en mission. Je suis en mission professionnelle et ça m'accapare beaucoup, beaucoup de mon temps. Vous voyez le cadre dans lequel je fais cette intervention, fondamentalement parce que l'actualité s'accélère. Je suis à l'intérieur du Canada, où l'université m'envoie donner de la connaissance aux Canadiennes et aux Canadiens. Je disais que l'histoire s'accélère, l'actualité s'accélère. Le CRC s'est donné pour objectif de ramener la démocratie au Congo-Brazzaville, cette démocratie qui a été sabotée par le potentat qui est au pouvoir, le dictateur qui est au pouvoir, Denis Sassou Nguesso. Nul n'est question de revenir sur les circonstances par lesquelles il est revenu au pouvoir. Tous les Congolais le savent. Et aussi à la dimension internationale, beaucoup le savent aussi parce que nous n'avons pas arrêté d'en parler. Nous en parlons tout le temps, même si, bien évidemment, nous n'avons pas le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est là même qui est pilotée par les grandes puissances. Les grandes puissances dites démocratiques, qui connaissent les valeurs démocratiques, qui connaissent la mesure même de ce qu'on entend par les droits humains et qui ne badinent pas sur ces valeurs-là, mais qui semblent les refuser pour les peuples africains, qui semblent les refuser pour le peuple congolais. Le CAD, Centre d'action pour le développement, documente les violations des droits humains en République du Congo depuis 2021. Et dans son rapport annuel de plus de 200 pages, l'ONG évoque pour 2024 un recul inouï des droits civils et politiques dans le pays. Les conclusions sont terribles, mais cette fois-ci, le pays a passé un cap supplémentaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons documenté en cette année 2024 8216 violations des droits humains. Alors qu'en 2023, nous étions à 2092. C'est une augmentation très importante et cela nous inquiète. Une augmentation de près de 400% par rapport à l'année dernière. Les chiffres proviennent d'études de terrain dans 17 localités congolaises seulement. Selon le CAD, les arrestations arbitraires ont augmenté de 711% entre 2023 et 2024. Les détentions arbitraires de 670%.
Les disparitions forcées de 200%, les cas de torture et de mauvais traitements de 1253%, précisément. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps et qu'il avait été déposé à la morgue. C'est à l'hôpital qu'on m'a informé qu'il était arrivé ici, déjà mort. La famille a porté plainte contre un policier. Car dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, selon le CAD, les forces de l'ordre sont pointées du doigt. Mais nous réaffirmons notre posture. Nous réaffirmons notre posture qui est celle du refus catégorique de la dictature de Denis Sassou Nguesso des 40 ans de pouvoir. Sassou Nguesso a été aperçu au Saint-Siège, au Vatican, où le pape François lui a déroulé ses fastes pour l'accueillir avec son épouse, Antoinette Denis Sassou Nguesso. Nous sommes le 7 décembre 2024. Il s'est déroulé un événement de haute facture politique, diplomatique et internationale à Paris. L'inauguration de l'église Notre-Dame à Paris, qui a brûlé il y a 4 ou 5 ans. Nostradamus semble avoir prédit, n'est-ce pas, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Eh bien, cette cathédrale a été reconstruite, et ce qui a permis à Emmanuel Macron de rassembler autour de lui des figures politiques, et pas des moindres. On a aperçu le futur président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. On a aperçu aussi d'autres figures politiques, d'autres grandes figures politiques à cette manifestation. Et, curieusement, voudrais-je dire, on a perçu un personnage qui est le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, à cette manifestation, entouré des grands hommes de ce monde, des grandes figures, comme je le disais. Qu'à cela ne tienne, Hitler entretenait des rapports diplomatiques avec d'autres États également. Que Sassou Nguesso soit reçu par tout le monde entier, cela nous était égal. Nous continuerons à le combattre. Clairement et franchement. Et nous pensons avoir suffisamment de raisons de combattre cette personne pour le mal qu'il a fait au Congo-Brazzaville et pour le mal qu'il continue à faire au Congo-Brazzaville. Une journée ordinaire à Brazzaville. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées.
Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens des pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'œuvre. Ils vont même s'arracher leur butin. Pillage, ça c'est le pillage. C'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tout. Ça c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Et qui est un pays qui nage dans une insécurité terrible, une insécurité qui est c'est un construit savamment élaboré par le régime de Denis Sassou Nguesso sur tous les plans. Et tous les jours, nous avons des indices et des indicateurs sur cette destruction programmée de la nation congolaise. Il me semble que quand on s'engage à des postes de responsabilité et quand de surcroît, on est le premier magistrat dans le pays, je pense que la politique qui doit être menée, c'est une politique pour le peuple congolais. Et avoir l'agir politique de M. Denis Sassou Nguesso, c'est tout à fait le contraire. La politique au Congo-Brazzaville est toute faite pour le bénéfice d'une seule personne. Nous l'avons dit, nous l'avons redit et nous le redisons que tout au Congo-Brazzaville, toutes les institutions, s'il y en a qui fonctionnent au Congo-Brazzaville, eh bien, toutes ces institutions ne fonctionnent que pour une seule personne et les grandes puissances. Les puissances démocratiques qui nous donnent des leçons de démocratie le savent très bien. La diplomatie
américaine, puisque les États-Unis ont une représentation diplomatique au Congo-Brazzaville, et pas des moindres, puisqu'ils ont reconstruit, n'est-ce pas, une ambassade au Congo-Brazzaville de très haut standing. La diplomatie française, la diplomatie britannique, la diplomatie de tous les pays au Congo-Brazzaville, ils connaissent très bien la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une gouvernance qui est complètement antidémocratique et au détriment des Congolais. Sur le plan économique, nous le savons très 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 bien qu'un pays qui a d'énormes ressources du sous-sol, qui brasse beaucoup d'argent, on sait très bien la destination de cette manne financière. Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Les détournements de fonds, la spoliation des fonds publics, n'est-ce pas, a été ramené à une dimension institutionnalisée comme on l'a jamais, alors jamais, connu au Congo-Brazzaville. On n'a pas besoin de faire un dessin pour le comprendre, puisqu'ils le font à visage découvert et ils s'en fichent éperdument de ce que les Congolais peuvent dire. Mais nous prenons le temps de le dire, de le souligner, parce que le moment venu, que personne, absolument personne, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, ne se lève pour nous faire du tort par rapport à ce qui pourra arriver sur ce plan. Sur le plan politique, également, il est de notoriété publique que le Congo-Brazzaville fonctionne sous les oripeaux de la démocratie. Ce qui veut dire que la rhétorique, le discours est un discours démocratique, entre guillemets. Les procédures démocratiques, entre guillemets, aussi sont respectées parce qu'il y a la circularité des campagnes électorales et des votes tous azimuts. Qui laisserait voir à l'étranger que le Congo-Brazzaville a une démocratie qui est fonctionnelle? Mais nous savons très bien que c'est une démocratie de façade, car tous les déterminants de la démocratie, eh bien, tous ces déterminants sont complètement floués.
Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. C'est de la triche électorale, à commencer par cette gouvernance électorale également. Les listes électorales sont complètement truquées. La répartition, n'est-ce pas, au niveau de la Chambre des représentants ou l'Assemblée nationale, on voit très bien la constitution des circonscriptions est complètement aléatoire. Parce que, évidemment, des toutes petites circonscriptions qui ont des populations très faibles ont un nombre exagéré, n'est-ce pas, de députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout ça, c'est une fabrication du régime de Brazzaville pour que, bien évidemment, les résultats de des élections, leur soient toujours favorables. On le voit très bien. Les listes électorales n'ont jamais été, n'est-ce pas, revues. Toutes les listes électorales sont truquées. Eh bien, les élections également le sont à plus forte raison. On tue les opposants politiques qui sont très sérieux et qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de bousculer des configurations qui ont été construites frauduleusement. C'est le cas de Guy Brice Parfait Kolela, que nous avons tous suivi, qu'on a massacré à la tronçonneuse, là, au Congo-Brazzaville, sur le sol congolais, avant de s'engager dans une mascarade alors honteuse de l'expédition d'un corps inanimé pour faire croire aux gens que Guy Brice Parfait Kolela était décédé en dehors du Congo-Brazzaville. Tout ça, c'est marqué dans l'histoire du Congo. Et ce sont des faits historiques qui resteront marqués dans l'histoire du Congo. Maintenant, comme ceux qui sont au pouvoir, ils s'en fichent de l'histoire. On l'a souvent dit et redit également. Ils s'en fichent éternellement de l'histoire. Mais les esprits de sagesse ne se foutent pas de l'histoire. Parce que l'histoire continuera à marquer son influence, même quand les personnes, les personnages qui ont été les acteurs de cette histoire ne sont plus en vie. Ça, il faut le savoir. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui est à la dérive. La dérive par rapport, n'est-ce pas, à sa jeunesse. La dérive par rapport à l'insécurité qui est ambiante au Congo-Brazzaville. L'insécurité aussi par rapport aux droits humains qui sont complètement bafoués au Congo-Brazzaville. Mais marquons quand même une petite attention sur l'insécurité. L'insécurité qui a été drainée par un événement qu'ils appellent les bébés noirs. Ces groupuscules de jeunes gens qui s'adonnent à une délinquance, à une criminalité ambiante dans les rues des grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Visiblement, ce jeune homme a retrouvé la paix du cœur. Dans la nuit de samedi au dimanche 19 mars 2023, lui et sa famille avaient subi l'intrusion des jeunes délinquants dits bébés noirs. Et qui ne laissent pas d'être seulement des jeunes petits loupards des quartiers, mais qui se donnent aussi à être des élèves
des élèves surtout en bonne et due forme et qui fréquentent les lycées de la place, que ce soit à Pointe-Noire et à Brazzaville. Hier encore, on les a vus en train de manipuler les armes blanches et de s'aimer la mort et la désolation partout. Et quand ça se passe, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie et même l'armée, on ne les voit pas. Et malgré tout cela, le régime en place continue, n'est-ce pas, à condamner ces jeunes gens qui disparaissent dans les commissariats de police. Encore là, tout récemment, il y a une maman, on le voit dans les médias sociaux, il y a une maman qui crie, qui pleure à tue-tête parce que son fils a été raflé par la police et n'est jamais rentré. Et nous avons des exemples énormes. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps. Au Congo-Brazzaville, des cas de disparition. La police fait des rafles, fait des rapts dans la ville de Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, et fait disparaître la jeunesse. Une vidéo d'une extrême violence devenue virale en République du Congo. Sur ces images filmées à Brazzaville, un jeune homme menotté est extirpé d'un véhicule de la brigade spéciale d'intervention rapide, puis interrogé par des agents. Avant d'être agressé par deux d'entre eux. Menacé de mort, forcé à s'agenouiller, giflé, frappé, des images qui ont choqué des milliers d'internautes. La République du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et il est de la responsabilité des autorités de dénoncer la pratique de la torture. Force est de constater que depuis que la vidéo circule sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune réaction officielle des autorités, aucune condamnation publique. Et de là à croire que les bébés noirs, le phénomène des bébés noirs, nous l'avons dit à d'autres occasions, n'est que l'émanation du régime en place qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ces bébés noirs, parce que la manière dont le régime est arrivé au pouvoir, c'est une manière violente et c'est une manière barbare. Et nous l'avons vu et nous ne l'acceptons pas du tout. Et nous continuerons à combattre le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso et sa clique. Nous le disons clairement et ouvertement et qu'on nous entende. Monsieur Denis Sassou Nguesso se fait recevoir comme un prince malgré la criminalité qui s'affiche sur son visage par les puissances occidentales. Nous prenons acte et nous sommes également conscients finalement que nous autres qui sommes dans ces pays occidentaux, qui avons cru à la démocratie, qui apportons aussi notre, comment je peux dire ça, qui apportons aussi notre pierre à l'édifice
de ces sociétés occidentales parce que nous y travaillons et nous y travaillons également au très haut niveau de l'instruction académique et universitaire, pardon, de l'instruction académique et universitaire, et nous faisons également la recherche pour ces pays développés et démocratiques. C'est un apport inestimable. Et que sur le plan de la rhétorique, pourtant nous sommes sur la même longueur d'onde, puisque les valeurs démocratiques y sont affirmées et confirmées dans ces pays-là. Et nous continuons à prendre la parole sur cette base-là, sur une base démocratique. Et que nous ne reculerons jamais. Si M. Macron, Emmanuel Macron, le président de la France, sur qui nous avons compté, que nous avons voté aussi de par sa jeunesse. Toute première fois que la République française élisait à sa tête un jeune homme que nous avons pensé qu'il aurait la latitude nécessaire de comprendre les choses et de se départir d'un agir diplomatique et politique entre la France et certains pays africains, dont beaucoup d'écrivains, beaucoup d'esprits, y compris les Français, qui ont écrit énormément là-dessus pour dénoncer ce type de rapport nébuleux, incestueux, compliqué et difficile, qu'il était au désavantage des jeunes Africains. Nous sommes témoins aussi de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas de gaieté du cœur que nous voyons que la France soit malmenée dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, et en particulier dans les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où la France, de toutes les façons, comprend très bien la situation dans laquelle elle se trouve, et elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même, puisque quand on lui demande de changer de fusil d'épaule dans un contexte très, très, très dangereux dans le monde, où tout peut basculer, où les alliances se recalibrent, où les paradigmes sont en train de changer, et où malheureusement, la France reste attachée à des anciens paradigmes qui sont inadaptés, n'est-ce pas, pour le contexte actuel et le contexte à venir. Parce que, on a beau parler de la guerre en Ukraine, on voit bien l'orientation du discours de certaines autorités françaises, de certains experts français, surtout au niveau de la défense. On a entendu certains avancer même l'idée de recoloniser l'Afrique avec une naïveté, alors, inqualifiable. Pensez un seul instant que cette occurrence soit possible aujourd'hui. On est en droit de se demander si des personnes qui portent un tel discours sont des personnes sensées ou alors des personnes qui restent rongées, complètement rongées par un sentiment racialiste pour être gentil
et raciste pour être un peu, ou raciste pour être quelque peu méchant. Qu'à cela ne tienne, ces experts qui dénient aux Africains toute capacité de réflexion, de penser par eux-mêmes, parce que, pensent-ils, ils ne le peuvent. Ils restent des éternels petits-enfants à qui chaque fois, il faudra apporter la béquille, incapables de penser par eux-mêmes. Eh bien, c'est grandement se tromper. Il y a certains discours que certains prennent pour de la radicalité insensée. C'est le discours de Kémy Séba. C'est le discours de Nathalie Yamb. C'est le discours de Franklin Nyamsi. Et c'est le discours de beaucoup d'autres panafricains qui s'inscrivent dans cette ligne de la radicalité. Mais il s'agit là d'une radicalité immanente. Une radicalité qui est immanente à quoi? Une radicalité qui est immanente à l'attitude de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies et qui ne veut rien comprendre à rien. Monsieur Macron a succédé à monsieur François Hollande. La mémoire collective retiendra que monsieur Macron, pas monsieur Macron, monsieur François Hollande avait fait rêver les Congolais, notamment et les Africains, d'une manière générale. On se souviendra de son discours à Dakar. Pour revenir sur le discours de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, à ce même Dakar, le Sénégal finalement, une belle plaque tournante, où les Africains n'étaient pas encore entrés dans l'histoire. François Hollande est allé rectifier cette aporie du président Sarkozy. Je reviens sur François Hollande, qui a laissé sa place à Emmanuel Macron. Il avait laissé croire, pour le Congo-Brazzaville notamment, qu'il n'y avait pas à retoucher à la Constitution de 2002. Parce que non seulement cette Constitution de Denis Sassou Nguesso était taillée sur mesure, la vraie Constitution reste celle de 92, qui est une Constitution consensuelle de tous les Congolais, laquelle aussi Denis Sassou Nguesso avait émarché. François Hollande, après avoir dit ce qu'il avait dit, s'est laissé corrompre aussi par le même Denis Sassou Nguesso, tranquillement. Il est vivant aujourd'hui, il le sait très 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 bien, même s'il y a des secrets d'État, mais quand il reste tranquille dans sa propre conscience, il sait très bien ce qui s'est passé. Les jeunes qui viendront derrière nous verront à quel moment est-ce que des archives pourront être mises à la disposition de tout le monde. Des documents classés top secret. Il arrive des moments où on les divulgue, même au moins pour l'histoire. Alors, je reviens sur ceci pour réaffirmer aux Français. Et même là aussi, on a l'habitude de départager l'élite politique française et la population française.
Mais à voir bien les choses, on avait pensé qu'on pouvait avoir le soutien de la population française, à leur apporter, n'est-ce pas, les connaissances sur ce que leur État fait à l'extérieur de la France en leur nom, et que ce que l'État français fait à l'extérieur de l'Hexagone en leur nom n'est pas glorieux. C'est aussi empreinte de criminalité. On avait pensé que le peuple français nous comprendrait. Mais il nous semble qu'avec, à Paris, le jeune Donald Mangoubi, le jeune garçon qui se fait appeler l'homme du métro, qui, à sa manière aussi, apporte, n'est-ce pas, cette pédagogie aux Français dans le métro, à lui faire comprendre la vérité de ce qui se passe et qu'ils comprennent pourquoi les Africains sont en France. Parce que dans leur pays, eh bien, ces Africains sont persécutés. Ils sont persécutés par des pouvoirs dictatoriaux qui les poussent sur les chemins de l'exil. On le voit tous les jours. Et ce chemin de l'exil, la France doit se raviser aussi. Que si les matières premières, le pétrole et d'autres matières premières voguent sur les flots pour rentrer en France sans visa, parfois escortés, protégés par, comme ils savent le faire, et que quand c'est des individus qui se déplacent, eh bien, ils sont confrontés à une muraille, à une forteresse. Ils se font massacrer. Dans le pourtour méditerranéen. Et que, malgré tout ce spectacle, la France continue à soutenir des dictatures. C'est quand même lamentable. Et nous le disons clairement à la France, que le soutien apporté à des criminels comme Denis Sassou Nguesso, c'est un soutien répréhensible. C'est un soutien déplorable. Et cela continue à cacher encore un peu plus la France si belle, l'hexagonale si belle. Tout simplement parce qu'il y a de l'inconséquence au niveau de l'élite politique française. Mais nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez, au Congo-Brazzaville, ils sont rentrés en campagne déjà. Ils sont rentrés en campagne. Denis Sassou Nguesso pense avoir eu le quitus pour avoir dit bonjour au prochain président, 47e président des États-Unis, qui prendra les fonctions en janvier prochain. Il pense avoir la légitimité, donc la légitimité de continuer à tuer, la légitimité de continuer à emprisonner des personnes innocentes au Congo-Brazzaville. Le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a fait du mal à personne, absolument personne. André Okombisa n'a fait du mal à personne. Les Français le savent, les Américains le savent, les Britanniques le savent, les Russes le savent, tout le monde le sait. Et on laisse pourrir des innocents en prison pour soutenir une personne qui n'arrête pas de détruire, une personne qui n'arrête pas de déchiqueter, une personne qui n'arrête pas d'anéantir tout un peuple qui ne demande que
la vie simple, même sans rien bénéficier d'un État qui pourtant avait toute la latitude nécessaire d'apporter le bien-être à tous les Congolais. Nous serons là. Cela ne nous décourage absolument pas. Nous continuons à instruire les Congolais sur ce qui nous attend, sur ce qui les attend. Je n'ai pas cité une autre dimension de la chose. La présence d'une soldatesque étrangère sur la terre congolaise, et en particulier l'armée rwandaise, de triste mémoire dans son agir en Afrique. Les analystes nous apprennent également que le Rwanda en Afrique représente les intérêts des pays occidentaux. Ce que nous apprenons des analystes. Mais qu'à cela ne tienne. Les Occidentaux, certainement, le font de bonne guerre. Parce que tout ce qu'ils sentent de faire, ils se décarcassent. Les Occidentaux se décarcassent pour assurer à leurs concitoyens le bon sommeil. Non seulement le bon sommeil, et aussi le bien-être des Occidentaux, duquel aussi nous autres qui sommes dans ces pays-là, en bénéficions d'une manière ou d'une autre, mais par des procédures tout à fait légales d'accession à la citoyenneté de ces pays-là. Fort heureusement, les principes démocratiques dans ces pays sont encore respectés d'une manière ou d'une autre, puisque nous ne sommes pas désirés dans nos pays d'origine, dans lesquels pourtant nous étions engagés à y retourner et réinvestir toutes les connaissances, toute l'intelligence, toute l'expertise que nous avons obtenues dans des pays tiers, où évidemment ils ont mis sur place, sur pied, des procédures de construction des têtes bien faites à tous les niveaux de l'instruction possible. Et nous avons eu ces têtes très, très bien faites. Et nous aurions pu être de la bonne ressource pour nos pays. Mais on ne nous l'a pas accordé. Et nous ne pouvons pas fonctionner dans un pays désorganisé. Ça n'est pas possible. L'ancien Premier ministre, Da Costa, l'avait bien dit lors d'une intervention. Je ne reprendrai pas ces mots, que les Congolais ont lu cela, ont écouté cela. Alors, pour ne pas trop rester longtemps à dire ce que je suis en train de dire, je réitère ceci, ce qu'il y a de fondamental. Nous aspirons à gouverner le Congo-Brazzaville. Nous aspirons à gouverner l'Afrique. Mais cette aspiration se fait à partir, n'est-ce pas, de la mise en place d'un nouveau paradigme. Le paradigme de la respectabilité et de la dignité africaine, la respectabilité et la dignité congolaise. Et pour ça, tous les Africains, tous les Congolais devaient le savoir. Parce que malgré l'apparente puissance que s'affublent des groupuscules de gens au pouvoir,
il y a également un autre pouvoir, une légitimité qui est tout à fait populaire. Et cette légitimité populaire est capable de soulever les montagnes. Cette légitimité populaire est capable de changer la donne. Cette légitimité populaire est capable de renverser la force des relations internationales afin de donner une nouvelle direction aux pays africains et au Congo-Brazzaville qui ne soit pas une vision contre un État ou contre un autre État, mais qui soit une vision respectueuse également des Congolais, afin que les Congolais, dans leur plénitude, puissent aussi accepter au bien-être dont ils ont pleinement le droit sur les fondements des richesses énormes que regorge leur sous-sol, des ressources énormes qui peuvent être à l'avantage des partenaires étrangers qui viennent exploiter cette richesse dans notre pays, mais des ressources aussi qui doivent revenir aux Congolais qui sont les ayants droit, n'est-ce pas, de cette richesse. Voilà ce que je voulais dire sur la base de l'actualité tout à fait présente qui voit M. Denis Sassou Nguesso parcourir le monde entier et se faire recevoir par les grands hommes politiques des nations dites développées qui sont des puissances démocratiques et dont l'agir rentre en contradiction avec les valeurs qu'ils mettent eux au devant et les valeurs même aussi qu'ils demandent à d'autres pays de respecter, puisque la démarche de ces pays aussi, c'est d'aller vers une sorte d'universalisme qui mettrait, n'est-ce pas, tous les pays dans la même configuration du respect, n'est-ce pas, des valeurs démocratiques. Je suis donc Georges Goma. Merci de m'avoir écouté. Je ne pouvais pas ne pas faire cette intervention pour réaffirmer non seulement notre posture complètement anti-dictature de Brazzaville et enjoindre les Congolais de nous soutenir dans cet élan. Merci et à la prochaine.